Le 10 juin 1940, le dictateur italien Mussolini se rallie finalement à Hitler dans la guerre contre la Grande-Bretagne et la France. Les Italiens envahissent le midi de la France 2 jours avant le cessez-le-feu. Et si leur progression est modeste, ils n'en gagnent pas moins l'occupation de cette région. Mais Mussolini veut également porter un coup à l'Angleterre et à l'influence qu'elle exerce en Méditerranée où elle entretient 3 grandes bases navales. À l'ouest se trouve Gibraltar qu'elle a capturé aux Espagnols en 1704. Malte, mouillage traditionnel de la flotte anglaise, contrôle le centre de la Méditerranée et le port égyptien d'Alexandrie, à l'est. Mussolini est bien décidé à s'approprier la Méditerranée. Face aux Anglais, sa marine est établie dans les bases de Tarente, La Spezia et Messine. Sur le papier, au moins, elle vaut la Royal Navy anglaise. Néanmoins, ce qui rend la Méditerranée si essentielle aux Anglais, c'est le canal de Suez. Creusé en 1870 par le Français Ferdinand de Lesseps, il réduit le temps de navigation de l'Angleterre vers l'Inde et l'Extrême-Orient. Sur la terre ferme, le canal est menacé par 250 000 soldats italiens en Libye et 100 000 autres soldats en Abyssinie, en Érythrée et en Somalie italienne. Les Anglais n'ont à leur opposer que 60 000 hommes, basés principalement en Égypte et en Palestine, et de modestes garnisons au Soudan, en Somalie britannique et à Aden. Ils ont également une importante base aérienne à Abania, en Irak. Pour montrer qu'ils sont sérieux, les Italiens bombardent Malte, Aden et Port-Soudan le 11 juin. S'attendant à une attaque italienne, les Anglais déploient des troupes sur la frontière égypto-libyenne et commencent à lancer des raids au-delà de la frontière. L'attaque italienne tarde à se concrétiser, d'autant plus que meurt le gouverneur général italien, le maréchal Balbo, qui est un aviateur émérite. Son appareil a été abattu par l'un de ses propres avions. Pour la Royal Navy, l'objectif le plus important est de maintenir le ravitaillement de Malte. L'île est, en effet, à portée de l'aviation italienne qui opère depuis la Sicile. Mais les choses se compliquent à cause de l'Afrique du Nord française. Une bonne part de la flotte française s'y est réfugiée. Le 3 juillet 1940, craignant qu'elle ne tombe entre les mains des Allemands, la Royal Navy l'attaque à Mers el-Kébir. Les navires sont coulés et de nombreux marins français sont tués et blessés. En représailles, le gouvernement de Vichy envoie ses avions basés en Afrique du Nord bombarder Gibraltar. Néanmoins, ces raids ne causent que peu de dégâts. En mer, les navires et les avions italiens ont commencé à attaquer les convois de ravitaillement britanniques vers Malte, ce qui entraîne un certain nombre de combats navals. Sur terre, les forces italiennes s'emparent de 2 postes frontières au Soudan au début du mois de juillet. Puis elles envahissent rapidement la Somalie britannique, forçant les Britanniques à évacuer leur garnison vers Aden. En août 1940, et en dépit de la menace d'invasion de l'Angleterre, Churchill envoie un groupe de navires chargés de blindés à travers la Méditerranée pour renforcer l'Égypte. Sa décision vient à point nommé. À la mi-septembre, l'invasion tant attendue de l'Égypte par les Italiens commence, mais elle est stoppée au bout de 100 km. C'est que Mussolini veut établir sa domination sur les Balkans. À la fin d'octobre 1940, ses troupes envahissent la Grèce neutre à partir de l'Albanie, occupée par les Italiens. C'est une grave erreur. Non seulement les Grecs résistent, mais ils contre-attaquent, envahissant la moitié de l'Albanie avant la fin de l'année.
En mer, la lutte pour maintenir l'approvisionnement de Malte se poursuit en dépit de l'opposition aérienne et navale italienne. Mais dans la nuit du 11 novembre 1940, des Swordfish décollent du porte-avions Illustrious et lancent une audacieuse attaque à la torpille contre la base navale italienne de Tarente. Ils endommagent gravement 3 cuirassés, ce qui rend la marine italienne un peu plus prudente. Mais les accrochages navals se poursuivent néanmoins. Pendant ce temps, les renforts britanniques en provenance d'Australie et des Indes sont arrivés en Égypte. Une opération est préparée pour détruire les camps italiens en Égypte. Elle est lancée le soir du 8 décembre. Au début, les troupes croient qu'elles partent en manœuvre. L'attaque prend les Italiens par surprise. En 2 semaines, ils sont repoussés en Libye. Wavell, le commandant en chef britannique, décide d'exploiter son succès en envahissant la colonie italienne. Au début de janvier 1941, les Australiens s'emparent du port de Bardia, puis de Tobruk et de Derna. Les Australiens progressent le long de la route de la côte vers Benghazi, tandis que les blindés foncent dans l'intérieur, afin de barrer le passage aux Italiens lorsqu'ils se retireront de Benghazi. Au terme d'une avance en terrain difficile, les chars arrivent juste à temps. Avec les Australiens sur leurs talons au nord, les Italiens semblent dans l'impossibilité de pouvoir s'échapper. En fin de compte, 20 000 Italiens sont faits prisonniers lors de cette seule opération. Depuis le début de l'offensive, 200 canons et 120 blindés ont été saisis, sans compter de grandes quantités d'armement et la capture de 110 000 prisonniers. C'est une victoire spectaculaire, mais qui sera de courte durée. Wavell mène une campagne parallèle dans le sud, avec pour objectif de supprimer la présence italienne en Afrique de l'Est. Cette campagne consiste en 4 percées séparées. Venant du Soudan, 2 divisions indiennes avancent en Érythrée. Elles doivent livrer des combats acharnés sur un terrain accidenté avant de pouvoir s'emparer de la colonie en mai 1941. Haïlé Sélassié, l'empereur destitué d'Abyssinie, se bat à leur côté, à la tête d'une armée locale. Les hommes d'Haïlé Sélassié, eux aussi, viennent du Soudan. Une autre force, composée de troupes d'Afrique du Sud, de l'Est et de l'Ouest, envahit la Somalie italienne depuis le Kenya. Finalement, des troupes traversent le golfe d'Aden pour libérer la Somalie britannique. Mais ces campagnes ont pour effet de disperser les forces de Wavell, déjà peu nombreuses. Churchill s'intéresse à la Grèce en guerre contre les Italiens. En mars 1941, il ordonne à Wavell d'envoyer des forces pour aider ce nouvel allié. Les effectifs britanniques en Libye sont sérieusement affaiblis alors même qu'une nouvelle menace se précise. Car Hitler a détaché une petite force allemande sous le commandement du général Rommel. Ce dernier souhaite tirer parti de la faiblesse britannique et, en dépit des objections des Italiens, déploie rapidement ses unités sur la frontière de la Cyrénaïque. L'Afrika Korps de Rommel, fer de lance des troupes de l'Axe, démarre le 24 mars et repousse rapidement les Anglais en Égypte. Seul le port de Tobruk résiste aux Allemands.
Le pire est encore à venir. Hitler projette maintenant d'envahir l'Union soviétique. Afin de protéger son flanc sud, il est parvenu à forcer les États des Balkans à se rallier à lui. À la fin du mois de mars, à la suite d'un coup d'État, la Yougoslavie reprend sa liberté. Furieux, Hitler l'envahit, ainsi que la Grèce, le 6 avril 1941. C'est une campagne éclair modèle, rapide et décisive. Les forces yougoslaves ne sont pas préparées à faire face à un tel assaut et sont promptement débordées. Les Allemands entrent dans la capitale Belgrade le 12 avril, la Yougoslavie capitule 5 jours plus tard. La Grèce résiste un peu plus longtemps. Le contingent britannique est évacué par la Royal Navy. En fait, la seule lueur d'espoir pour les Britanniques, c'est la mer. L'amiral Cunningham parvient à entraîner la flotte italienne au combat au large du cap Matapan le 28 mars, alors que cette dernière tente d'intercepter les convois britanniques à destination de la Grèce. C'est la première vraie bataille navale de la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais coulent 3 croiseurs et endommagent un cuirassé. Cet engagement contraint la flotte italienne à demeurer au port pendant les mois suivants. Mais le 20 mai 1941, les Allemands, mettant en œuvre leurs troupes aéroportées, lancent une audacieuse attaque sur la Crète, île située au sud de la Grèce. Des forces britanniques y sont stationnées depuis novembre 1940 et les hommes évacués de Grèce ont contribué à renforcer la garnison. Les combats sont acharnés, notamment autour des aérodromes de l'île. Mais les parachutistes allemands parviennent à s'en emparer et font venir des renforts par avion. Les Allemands commencent alors à repousser les Britanniques vers la côte sud de l'île. L'arrière-garde anglaise n'est pas en mesure de contenir longtemps l'avance des Allemands. Bien qu'elle se batte avec fureur, elle est continuellement débordée. Une fois de plus, on doit faire appel à la Royal Navy pour évacuer les troupes. Néanmoins, bon nombre de combattants sont abandonnés sur place. C'est un autre succès spectaculaire pour les Allemands. Mais les pertes infligées aux avions de transport les dissuaderont à l'avenir de lancer des attaques aéroportées de grande envergure. La perte de la Crète et le fait que la Luftwaffe se soit jointe aux Italiens pour attaquer Malte signifie que les convois britanniques ne peuvent plus traverser la Méditerranée. Ils doivent faire le tour par l'Afrique du Sud et le cap de Bonne-Espérance. En fait, les Anglais parviennent difficilement à envoyer des convois pour maintenir le ravitaillement de Malte. Ailleurs, Wavell a dû mater une rébellion irakienne qui menaçait la base aérienne de Habania. Et en juin 1941, il envahit la Syrie sous protectorat français, de crainte que la Luftwaffe ne s'y établisse elle-même. Il faudra 5 semaines de combat, souvent acharnés, pour vaincre les forces du gouvernement de Vichy. En Libye, Wavell lance en mai et en juin 2 attaques manquées contre les défenses de Rommel sur la frontière égyptienne.
Son incapacité à briser le siège de Tobrouk, qui continue de résister, entraîne son remplacement par le général Auchinleck. Ce dernier passe les mois suivants à constituer la 8e armée. Cette grande unité est chargée de mener l'offensive prévue pour le mois de novembre. Churchill fait toutefois constamment pression pour que l'attaque ait lieu plus tôt. Bien que Malte subisse d'incessantes attaques aériennes, des sous-marins britanniques, comme celui-ci, et des avions basés sur l'île harcèlent les convois de ravitaillement de l'Axe qui cherchent à gagner l'Afrique du Nord. L'offensive d'Auchinleck, attendue de longue date, s'engage le 18 novembre 1941 sous le nom de code Crusader. La première phase est marquée par une longue mêlée générale entre les blindés des deux camps. Pendant une semaine, l'issue de la bataille est incertaine, tandis que l'infanterie britannique se ferait un passage vers Tobrouk. Les chars britanniques se trouvent à un moment en mauvaise posture lorsque Rommel s'ouvre une voie en bousculant leur arrière-garde. Mais il est forcé de se retirer. Les forces aériennes des deux camps remplissent correctement leur mission, mais la force aérienne britannique du désert finit par établir sa supériorité sur le champ de bataille. En fin de compte, Rommel, qui est maintenant à court de carburant, est contraint de lâcher prise. Les hommes d'Auchinleck font la liaison avec la garnison de Tobrouk et lèvent le siège. Rommel a subi de lourdes pertes et il se replie vers la frontière de la Tripolitaine. Toutefois, les forces de l'Axe empêchent les Britanniques d'utiliser le port de Benghazi en le truffant de mines, ce qui a pour effet d'éparpiller encore davantage leurs lignes de ravitaillement. Entre-temps, Rommel a reçu des blindés supplémentaires. Le 21 janvier 1942, 2 semaines après avoir terminé sa retraite, il lance une nouvelle percée en Cyrénaïque. Les Britanniques se replient à l'ouest de Tobrouk, vers une ligne de défense qu'ils ont renforcée à grands frais. Dans le camp de l'Axe, la conduite à adopter fait l'objet d'un débat. Rommel veut poursuivre son avance jusqu'au canal de Suez et étoffer ses effectifs en conséquence. Mais Kesselring, qui est son supérieur et le commandant en chef des opérations au sud, a d'autres idées. Avec les Italiens, il considère que la rapide capture de Malte pour protéger les lignes de ravitaillement de l'Axe est plus importante. Il permet cependant à Rommel d'avancer jusqu'à Tobrouk. Rommel attaque à la fin de mai 1942, coupant l'herbe sous le pied des Anglais qui eux-mêmes préparaient un assaut. Ces blindés encerclent le flanc britannique ouvert sur le désert. À Bir Hakeim, des unités françaises aux ordres du général Koenig résistent 15 jours aux forces allemandes et rompent finalement l'encerclement. Au bout de 3 semaines de bataille acharnée, les Britanniques donnent l'ordre de repli. Une fois de plus, Tobrouk est isolé, mais cette fois tombe au bout de 3 jours. Rommel exploite alors son succès, le repli de la 8e armée britannique se transforme en une véritable retraite. Auchinleck s'arrête pour faire face à son adversaire, à El Alamein, dernière position défendable avant le canal de Suez. Son flanc sud s'appuie sur l'infranchissable dépression de Ratara, mais on continue à se demander s'il va pouvoir contenir les Allemands. L'inquiétude des Anglais est telle que la flotte méditerranéenne quitte Alexandrie pour le port de Beyrouth, au Liban.
Le 1er juillet 1942, Rommel attaque. Pendant un temps, la situation est incertaine. Mais les troupes de l'Axe sont éprouvées après 5 semaines de combats intenses et elles manquent de carburant. La 8e armée anglaise est donc en mesure de contenir leur attaque. Les Britanniques tentent alors de percer les défenses de l'Axe. Pendant presque tout le mois de juillet, les deux camps échangent des coups comme deux boxeurs épuisés qui finissent par se retirer chacun dans son coin, trop épuisés pour continuer le combat. Pendant ce temps, Malte continue à tenir malgré l'accroissement des pertes de navires britanniques qui poursuivent l'effort constant pour assurer le ravitaillement de l'île. La population souffre, elle aussi, des attaques aériennes permanentes. L'île recevra plus tard la plus haute décoration civile britannique pour son courage, la George Cross. Préoccupé par le cours des événements, Churchill part en tournée d'inspection en Égypte pour évaluer la situation par lui-même. Il décide qu'un changement de commandement s'impose. Auchinleck est remplacé par une nouvelle équipe. Le général Alexander prend le commandement du théâtre d'opération. Le général Montgomery, celui de la 8e armée, épuisé et frustré. Monty, comme on l'appelle, s'impose rapidement à la troupe par sa personnalité dynamique et son optimisme. Il n'y aura pas d'autre repli, déclare-t-il. Grâce au décodeur Ultra, qui a percé le secret des codes allemands Enigma, Montgomery est prévenu que Rommel va attaquer à nouveau à la fin août, et il le repousse donc facilement lors de la bataille de Alam Halfa. Convaincu qu'une grande supériorité en effectifs et en matériel est essentielle pour la victoire, Montgomery commence à se préparer à percer les lignes de l'Axe et à chasser les Italiens et les Allemands de toute la Libye. Le soir du 23 octobre 1942, à El Alamein, la 8e armée se déploie en position de bataille. Chaque homme sait exactement quel est le rôle qu'il doit jouer. Cela fait partie du style de commandement de Montgomery. 900 canons commencent à pilonner les lignes de l'Axe et l'attaque est lancée. Dans l'incapacité de déborder les défenses de l'Axe, la 8e armée ne peut attaquer que de front. Pendant les 11 jours suivants, les Britanniques se battent avec l'énergie du désespoir pour enfoncer les défenses de Rommel. Les pertes humaines s'accumulent dans les deux camps. Les hommes de Rommel s'accrochent farouchement à leur position, tandis que la force aérienne du désert ne cesse de les harceler. La poussée britannique est impitoyable et en fin de compte, le 3 novembre, Rommel est forcé d'ordonner la retraite. La plupart de ses équipements et de son matériel est détruit. Les Britanniques capturent des milliers de prisonniers de l'Axe. Montgomery tente d'empêcher Rommel de se replier. Mais les intempéries et le sens manœuvrier de Rommel permettent aux forces survivantes de s'échapper. Tout au long des mois de novembre et de décembre 1942, la 8e armée britannique pourchasse son adversaire à travers la Libye. Les Anglais entrent à Tripoli le 23 janvier 1943 et Rommel passe en Tunisie. Mais la situation générale a maintenant évolué. Rommel, comme les Anglais, sont conscients qu'un nouveau théâtre d'opération vient de s'ouvrir en Afrique.
Tandis que les hommes de la 8e armée de Montgomery défilent à Tripoli pour célébrer leur victoire sur les forces de l'Axe, peu d'entre eux peuvent imaginer que ce conflit va évoluer d'une façon différente. L'Amérique est maintenant entrée en guerre. Roosevelt et Churchill sont convenus que la défaite de l'Allemagne prenait le pas sur celle du Japon et de nouveaux axes d'effort, après maintes discussions, ont été adoptés. En fin de compte, le général américain Eisenhower est choisi pour commander l'offensive qui a été décidée en Méditerranée. Tandis que les Anglais immobilisent Rommel en Égypte, les Alliés décident d'attaquer les colonies françaises d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Un détachement américain venant des États-Unis débarquera à Casablanca. Une autre armée quittera l'Écosse et passera par le détroit de Gibraltar. Les troupes américaines doivent débarquer à Oran, tandis qu'une force anglo-américaine débarquera à Alger et avancera en Tunisie. Les forces du régime de Vichy sont importantes. Les Américains engagent des négociations secrètes avec la résistance française en Afrique du Nord pour préparer les débarquements et les ralliements futurs. Les débarquements sous le nom de code Torche ont lieu le 8 novembre 1942. C'est l'époque à laquelle Montgomery commence à poursuivre Rommel en Libye. Non seulement l'opération Torche est la première opération anglo-américaine de la guerre, mais elle représente également le premier des nombreux débarquements amphibies alliés. Les Français ne résistent pas longtemps à Casablanca et à Oran. Il en est de même à Alger. Ils demandent l'armistice et dans la foulée entrent en guerre aux côtés des Alliés. Anglais, Français et Américains avancent jusqu'en Tunisie. L'opération Torche prend les puissances de l'Axe par surprise. Et pourtant, en 24 heures, elles ont commencé à faire venir des troupes en Tunisie, à bord de ces Messerschmitt 323 gigantes, les plus gros avions de transport de la Deuxième Guerre mondiale. Les deux armées avancent maintenant l'une vers l'autre. De nombreux combats se déroulent sur le territoire vallonné de la Tunisie. Une force britannique parvient à moins de 30 km de Tunis avant d'être obligée de se replier. Au Nouvel An 1943, sous la pluie et les vents froids, le front s'étend le long de la dorsale tunisienne. Les forces de l'Axe entament alors une série d'assauts. Les vétérans des campagnes d'Afrique de Rommel ont rejoint les troupes déjà stationnées en Tunisie. Rommel se prépare à attaquer les Américains encore mal aguerris au col de Kasserine. L'objectif est de chasser les Alliés de l'ouest de la Tunisie. Il attaque à la mi-février 1943 et fait de nombreux prisonniers américains avant d'être arrêté dans son élan par les autres forces alliées. La 8e armée de Montgomery pénètre alors en Tunisie depuis l'Est, ouvrant ainsi un autre front. Rommel décide de se retourner contre elle. Prévenu par le décodeur Ultra, Montgomery inflige une riposte sanglante aux blindés allemands au début du mois de mars 1943. Rommel, dont la santé est chancelante, quitte l'Afrique du Nord. Dans l'ouest de la Tunisie, les Américains et les Anglais de la première armée continuent le combat. Ils sont rejoints par un corps d'armée français. Pendant ce temps, Montgomery s'apprête à attaquer la redoutable ligne Marette. Les forces aériennes alliées préparent la voie en pilonnant les défenses de l'Axe échelonnées le long de la plaine côtière tunisienne.
Montgomery décide d'attaquer la ligne Marette de nuit. Le premier assaut réussit à y faire une brèche, mais les blindés de l'Africa Corps empêchent les Anglais d'exploiter ce succès. Précédés par des attaques de chasseurs, les blindés de Montgomery parviennent alors à circonvenir la ligne Marette. Mais ils ne sont pas en mesure d'empêcher leurs anciens adversaires du désert de s'échapper. Les Américains, qui se sont remis du désastre du col de Kasserine grâce au flamboyant général Patton, dégagent le sud-ouest de la Tunisie et rejoignent Montgomery. La 8e armée britannique continue vers le nord. Les forces de l'Axe sont de plus en plus encerclées par les Français, les Britanniques et les Américains de la première armée qui les contiennent à l'ouest, tandis que Montgomery les repousse du sud vers Wadi Akarit, la principale ligne de défense suivante. Ces troupes réussissent à la prendre d'assaut au début d'avril. Mais cette fois encore, les Britanniques ne parviennent pas à prendre au piège les forces de l'Axe. Montgomery continue vers Amphidaville, où, à nouveau, il est obligé de s'arrêter. La suite des opérations est confiée à la première armée qui lance l'offensive finale le 6 mai. Les forces de l'Axe, dont les lignes d'approvisionnement à travers la Méditerranée sont pratiquement coupées, ne peuvent tenir plus longtemps. Les Alliés entrent à Tunis et à Bizerte. Le 11 mai, toute résistance a cessé. Plus de 200 000 soldats italiens et allemands se rendent. L'heure de reconquérir l'Europe a enfin sonné. En janvier 1943, les Alliés avaient tenu une grande conférence de planification stratégique à Casablanca, au Maroc. Il y avait été décidé de débarquer en Sicile une fois le succès obtenu en Afrique du Nord et de forcer l'Italie à se retirer du conflit. La planification de l'opération Sicile a commencé en mars 1943. La 7e armée américaine commandée par Patton doit débarquer sur la côte sud et dégager la partie ouest de l'île, tandis que la 8e armée de Montgomery avancerait dans la partie est. À titre de répétition et après un intense bombardement aérien et maritime, les troupes britanniques débarquent sur les îles de Lampedusa et de Pantelleria le 11 juin. Les forces opérationnelles amphibies font route depuis l'Afrique du Nord-Ouest, l'Égypte et la Grande-Bretagne. Les débarquements en Sicile même ont lieu le 10 juillet. L'opération se déroule à peu près conformément au plan. Les faibles divisions italiennes qui défendent surtout la côte ne peuvent rien pour empêcher l'établissement des têtes de pont. Et ce, en dépit du fait que les parachutistes alliés prévus pour appuyer les débarquements aient été largués d'une façon trop dispersée sur le terrain. Les Alliés commencent leur progression dans l'intérieur, mais se heurtent à une résistance acharnée de la part de 2 divisions allemandes d'élite qui ont été détachées dans l'île.
Finalement, Patton parvient à progresser grâce à ses hommes qui prennent d'assaut la côte nord. Les Britanniques, pour leur part, ont des difficultés dans la partie est, plus montagneuse. Ce n'est que le 5 août qu'ils entrent à Catane, ville située au milieu de la côte. Les Alliés, néanmoins, sont dans l'impossibilité d'empêcher les Allemands de gagner l'Italie par le détroit de Messine. La perte de la Sicile est très mal ressentie par les Italiens. Mussolini est destitué et l'Italie demande l'armistice. Hitler donne l'ordre à Kesselring de se protéger contre les retombées de la capitulation italienne. Des renforts allemands sont dépêchés en Italie, que les Alliés s'apprêtent à envahir. Montgomery reçoit la mission de franchir le détroit de Messine et de dégager le sud de la botte. Tandis qu'il débarquera d'autres forces à Tarente, la 5e armée américaine, nouvellement constituée, débarquera à Salerne. Le 3 septembre, les Britanniques traversent le détroit de Messine et entrent en Italie par le sud. Simultanément, les Italiens capitulent, en secret. 6 jours plus tard, la nouvelle de leur reddition est officielle. Le débarquement à Salerne a lieu comme prévu. Les Allemands y dépêchent des troupes et opposent une résistance acharnée. La 5e armée américaine doit mener de durs combats pour établir une tête de pont, tandis que les Allemands lancent de violentes contre-attaques. La Luftwaffe n'est pas en reste et détruit bon nombre de navires alliés. L'artillerie navale joue un rôle essentiel pour permettre le débarquement des troupes sur le rivage. En fin de compte, la puissance de feu alliée s'avère écrasante. La tête de pont se déploie et les renforts peuvent débarquer. Toutefois, la résistance allemande devant Salerne prouve que les Allemands n'ont pas l'intention d'abandonner l'Italie sans se battre. L'Italie a désormais changé de camp et sa flotte navigue vers Malte pour se rendre. Les Allemands désarment les forces armées italiennes pour tenter d'empêcher les Alliés de les utiliser. Ils occupent également Rome et font venir en hâte des renforts du Nord. Pendant ce temps, Mussolini est gardé prisonnier dans une station de ski des Abruzzes. Sur les ordres d'Hitler, un commando en planeur lance une audacieuse opération pour faire évader l'ancien dictateur italien. Ils utilisent un avion léger pour l'emmener en sécurité. Il est transporté au sud de l'Allemagne, où il retrouve sa famille et Hitler. Par la suite, Mussolini proclame une république fasciste fantoche au nord de l'Italie. La résistance allemande à Salerne est vaincue au bout d'une semaine de combat. Cela permet à la 5e et à la 8e armée d'opérer leur jonction. Il est maintenant prévu que les Américains remontent le long de la côte ouest de l'Italie et que les Anglais en fassent de même le long de la côte est.
Montgomery et Clark, le commandant de la 5e armée, conviennent de la nécessité de coordonner leurs opérations. Churchill, dans le même temps, souhaite fortement reprendre pied dans les Balkans en s'emparant de l'archipel du Dodécanèse sous domination italienne. Des débarquements y ont lieu en septembre. Les garnisons italiennes sont désarmées, mais le manque de soutien naval et aérien permet aux troupes allemandes de Grèce de reprendre rapidement l'archipel. En Italie, les Alliés entrent à Naples le 1er octobre. Leurs forces progressent alors vers le nord, mais sont bloquées par l'arrière-garde allemande. Du côté allemand, l'état-major se demande s'il vaut mieux organiser la défense en Italie du Nord ou bien forcer les Alliés à se battre dans l'ensemble du pays. C'est finalement cette dernière option, celle de Kesselring, qui est retenue. Les nombreux cours d'eau d'Italie favorisent la stratégie de Kesselring. Les pluies d'automne commencent également à freiner les Alliés. Les conditions climatiques se détériorent à l'approche de l'hiver. Enfin, vers la fin de novembre 1943, les Alliés se trouvent confrontés aux défenses établies sur la ligne Gustave. Cette ligne traverse le pays à quelques 120 km au sud de Rome. Montgomery parvient à la percer à l'extrémité est, mais après un combat acharné pour s'emparer d'Ortona, la 8e armée, épuisée, est forcée de s'arrêter. La stratégie de Kesselring commence à porter ses fruits. Déterminés à atteindre Rome coûte que coûte, les Alliés décident alors de clouer les Allemands dans la région du Mont Cassin, puis de déborder la ligne Gustave grâce à un débarquement amphibie à Anzio, à 100 km à l'arrière. Ce plan est adopté en dépit de la décision prise de transférer une bonne part des navires amphibies vers la Grande-Bretagne dans la perspective du débarquement en Normandie de 1944. Le 22 janvier 1944, la préparation d'artillerie navale désormais classique couvre l'approche des péniches de débarquement vers le rivage. Les troupes d'assaut débarquent rapidement. Les Allemands ont été pris en grande partie par surprise et ne peuvent empêcher les Alliés de consolider leur point d'appui sur Anzio. Ces véhicules amphibies à roues que l'on appelle les canards permettent aux troupes de débarquer sans se mouiller. Bientôt, des armements lourds et des stocks sont débarqués sur le rivage. Mais alors que les Alliés consolident rapidement leur tête de pont, il n'est fait aucun effort pour exploiter le succès initial du débarquement, en lançant une percée vers l'intérieur. Cependant, sur le front principal, le corps expéditionnaire français, commandé par le général Juin, a reçu l'ordre de lancer l'assaut en débordant le mont Cassin. Il attaque 2 jours après le débarquement d'Anzio. À Anzio même, l'inactivité alliée donne aux Allemands le temps de redéployer leurs forces afin d'éliminer la tête de pont. Le 16 février, il lance la première d'une série de contre-attaques foudroyantes.
Bientôt, les Alliés sont pris sous un feu intense et l'avenir de la tête de pont est remis en question. Les Allemands mènent leur contre-offensive pendant 2 semaines et demie. Ils infligent des pertes importantes aux Alliés. Une vingtaine de milliers d'hommes sont mis hors de combat. Au Mont Cassin, la situation n'est pas meilleure. Toutes les tentatives de s'en emparer échouent les unes après les autres. En désespoir de cause, et croyant que les Allemands s'en servent comme d'un poste d'observation, les forces aériennes alliées bombardent et détruisent le monastère historique. Les parachutistes allemands qui défendent le Mont Cassin demeurent irréductibles malgré les tirs d'artillerie et le bombardement aérien constant. Les Néo-Zélandais, les Indiens et les Britanniques essaient tous de prendre pied dans les bâtiments du monastère, mais sans succès. Ils parviennent à s'emparer d'une bonne part de la ville au pied de la montagne. Le commandement allié met alors au point un nouveau plan. L'ensemble de la 8e armée britannique va être détourné de l'est de la chaîne des Apennins et une attaque concertée va être lancée du Mont Cassin vers la côte méditerranéenne. Parallèlement, les forces de la tête de pont d'Anzio vont percer vers Rome. Une préparation d'artillerie aérienne sous le nom de code Strangle est lancée pour étrangler les voies de ravitaillement de l'Axe. L'attaque est lancée dans la nuit du 11 mai 1944. Cette fois, ce sont les Polonais qui attaquent le Mont Cassin, mais ils sont repoussés. Plus au loin, les Français traversent les montagnes des Abruzzes. Cette action est déterminante. Kesselring donne à ses troupes l'ordre de se retirer de la ligne Gustave. Les Polonais attaquent à nouveau le Mont Cassin, qui tombe enfin. Les forces alliées traversent alors les montagnes et rejoignent les troupes d'Anzio. Le 5 juin, les Alliés entrent enfin à Rome. Ils poursuivent leur avance vers le nord, mais l'arrière-garde allemande parvient à les garder à distance. L'espoir d'empêcher les Allemands de se retirer derrière leur principale ligne de défense suivante commence à s'amenuiser. Pour contenir les Alliés, les Allemands utilisent la destruction comme une arme. Le terrain vallonné de l'Italie centrale permet facilement d'obstruer les routes qui se dirigent vers le nord. À la fin du mois d'août, l'avance des Alliés est pratiquement au point mort. Ils se trouvent confrontés à une autre solide barrière de défense, la ligne gothique, à environ 250 km au nord de Rome. À nouveau, la 8e armée parvient à la percée du côté adriatique, mais la succession sans fin des voies d'eau au nord épuise les Britanniques qui ne parviennent pas à réussir une percée décisive. Les Américains se heurtent à leur tour à la ligne gothique, là où elle passe à travers les Apennins. Leur avance est également freinée par la ligne Arnaud qui protège les abords de la ligne gothique à l'ouest. Un hiver de plus approche en Italie
et l'épuisement s'empare des armées alliées. Par ailleurs, les troupes savent qu'elles n'ont plus la vedette et que les projecteurs sont tournés ailleurs, vers l'Europe du Nord-Ouest et les féroces batailles sur le front de l'Est.